Immobilier particulier, parce qu'on va parler logistique. Et logistique, alors je ne sais pas si vous savez, hein, mais tout ce que vous portez, achetez, tout ce que vous avez sur vous, ou en tout cas en partie, est passé par un entrepôt à un moment, par un bâtiment logistique. Donc un bâtiment où on stocke, où on prépare des commandes, où on expédie. Et c'est donc de ça dont on va parler. Des bâtiments aussi qui se modernisent, qui innovent et qui font beaucoup d'efforts en matière de décarbonation, mais ça ne se sait pas toujours. Voilà. Et donc justement, on va parler d'un label en cours de construction qui va aider à faire connaître ces efforts en matière de décarbonation. Je vais remettre mes lunettes en fait, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de deviner ce que j'ai écrit. Ça ne marche pas. Voilà, et donc un nouveau label européen qui est en cours d'élaboration par le LCBI, dont on va parler et on décrira un petit peu plus tard. En tout cas, déjà sur scène avec nous, Marc Esposito, directeur innovation de GSE Group, entreprise européenne, concepteur et constructeur de bâtiments logistiques, industriels et data center, qui est une filiale de Goldbeck. Grégory Blouin, président de Virtuo, développeur spécialisé en immobilier logistique et société à mission. Thomas Effantin, président et cofondateur de Trusk, ça se voit, voilà, vous saurez qui c'est. Entreprise spécialisée dans la livraison de colis volumineux pour le compte d'enseignes de l'ameublement, du bricolage, du BTP et de l'électroménager. J'ai tout dit, bon. De Thierry Laquitaine, directeur investissement socialement responsable chez AEW Europe, filiale du groupe BPCE, gestionnaire d'actifs immobiliers, dont la logistique. Et Cécile Dapp, bien sûr, directrice du LCBI. J'ai dit une bêtise? Non. Directrice du LCBI, qui est une... alors, j'imagine que vous connaissez, mais quand même, coalition d'acteurs de l'immobilier européen, initiée par BBCA, et qui a été la première méthodologie européenne, c'est ça, hein, harmonisée de mesure de l'empreinte carbone des bâtiments sur tout leur cycle de vie. Et donc là, en particulier, on va parler de logistique. Alors déjà, première question, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi l'immobilier logistique aurait besoin de se décarboner? Marc? Ben, déjà, immobilier logistique et immobilier, donc le bâtiment. Le bâtiment, c'est 25% du poids carbone en France, en tout cas. C'est même plus gros au niveau européen, c'est un peu plus de 30%. Juste derrière, le transport, qui n'est pas si éloigné de nos bâtiments logistiques d'ailleurs. Quand on parle, donc forcément, quand on est gros, on doit être un des premiers à faire le régime. Et quand on parle de décarboner, surtout dans l'immobilier logistique, il ne faut pas penser qu'il y a dans le bâtiment que la consommation énergétique. Il y a beaucoup les matériaux de construction. Il faut décarboner nos matériaux de construction. C'est encore plus vrai dans la logistique que dans les autres bâtiments, puisqu'on a des bâtiments qui sont plutôt gros, très bétonnés et pas très consommateurs d'énergie. Thierry, un complément par rapport à ce besoin de la logistique à se décarboner? Alors c'est toute la société qui doit se décarboner, dont l'immobilier, dont la logistique. Avec une particularité en logistique, c'est que ça se développe assez fortement. Nous, on a des fonds qui ont construit beaucoup ces dernières années. Et ça va continuer à se développer avec le e-commerce, la réindustrialisation de la France. Donc il y a un sujet ressources, artificialisation, émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut, je pense, être irréprochable sur tout ce qui est construction neuve et intégrer dès l'origine, dès la conception, une ambition en matière de carbone. Grégory, je fais vraiment le tour de table pour que tout le monde puisse... Pourquoi? Moi je pense parce qu'on n'a pas le choix, il faut le faire déjà. En plus on est sur un secteur d'activité, la logistique, qui est quand même très émetteur de carbone. Les acteurs sont déjà engagés dans la diminution de l'empreinte carbone. Et nous, on estime qu'on se doit, en tant que société qui propose des solutions d'immobilier logistique, d'aider aussi nos clients à décarboner la supply chain. Et ça passe aussi par le bâtiment. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi s'attaquer à l'immobilier logistique. On parlera effectivement de la partie utilisateur du bâtiment après, mais déjà, Cécile, est-ce que vous avez un avis justement sur le besoin de décarboner la logistique? Ou ça va être une répétition de ce qui a déjà été dit?
Non, bah, en tout cas, pour pas répéter peut-être ce qui a été dit, je dirais qu'en complément, donc oui, évidemment, on est tous obligés de se décarboner. En complément d'être émetteur, la logistique est également un secteur qui est en croissance. Et donc, c'est important, il me semble, de prendre les choses le plus tôt possible, de changer les façons de faire des acteurs le plus tôt possible au cours de cette croissance pour que les futurs bâtiments soient les plus décarbonés possibles. Alors, je l'ai annoncé en introduction, et du coup, vous allez garder la main. Un label européen dédié à l'immobilier logistique est en cours de construction. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Quel est un petit peu le calendrier et ce que c'est? Et quelle est l'ambition? Tout à fait. Donc, l'idée de ce label européen, c'est aujourd'hui, chez LCBI, on a créé un label européen qui vise à décarboner les bâtiments de bureaux et de logement qui est déjà existant et qui est diffusé dans 8 pays d'Europe. L'objectif de ce label sur la logistique, c'est d'étendre la méthodologie actuelle à tous les actifs logistiques. Donc, de labelliser sur 10 pays d'Europe des bâtiments de la logistique neuve et de récompenser leur performance bas carbone en mesurant la performance carbone sur ce qu'on appelle, et ce qui a été déjà dit, tout le cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas uniquement les émissions liées aux émissions, mais également les émissions qui sont liées aux matériaux de construction, ainsi que les émissions qui peuvent être stockées dans certains matériaux comme le bois. Voilà, donc l'ambition du label est celle-ci. Et la grande ambition du label, c'est d'avoir une méthode harmonisée à l'échelle européenne, dans le but non seulement de promouvoir ces bâtiments bas carbone, de les mettre en avant, mais aussi de permettre à tout type d'acteurs de comparer les empreintes carbone à échelle européenne, ce qui aujourd'hui est quasiment impossible au vu des réglementations différentes, qui serait en fait un accélérateur pour la lisibilité du marché et l'accélération des investissements bas carbone. Et justement, en quoi un label permet de décarboner cet immobilier? Parce qu'après tout, on pourrait le faire seul, de soi-même. Pourquoi il y aurait besoin de ce label, Marc? Si je prends la métaphore de tout à l'heure, si vous voulez faire un régime, normalement, vous commencez, en général vous l'avez, mais par acheter une balance et ensuite par aller voir un diététicien qui vous donne des objectifs. Si vous n'avez pas de mesure et pas d'objectifs atteignables et ambitieux, c'est possible, mais beaucoup plus difficile. Thierry, vous rejoignez cette... Alors oui, c'est possible de décarboner sans un label bas carbone. Par contre, ça serait plus compliqué, ça prendrait plus de temps, surtout si vous intervenez au niveau européen, parce qu'il y a des méthodes de calcul différentes, il y a des ressources différentes qui sont disponibles. C'est de la complexité. Ça veut dire que, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en l'absence de label, on met dans nos cahiers des charges pour les promoteurs, voilà, je veux un bâtiment basse consommation à tel niveau, je veux qu'il y ait des matériaux biosourcés, circulaires, etc. Donc il faut tout spécifier. Et dans certains pays, ça ne trouve pas forcément matière à s'appliquer. Donc c'est une difficulté. Et puis en plus, il y a un autre sujet qui est celui du greenwashing. Aujourd'hui, tout le monde peut dire j'ai fait un immeuble logistique bas carbone. Tant que le sujet n'est pas cadré, qu'il n'y a pas un référentiel commun et qu'il n'est pas contrôlé. L'idée d'avoir un label, c'est aussi qu'il y a un tiers de confiance qui vient attester du respect du référentiel. Donc là, objectivement, quand j'y connais rien, je suis investisseur, je me dis le bâtiment est performant en matière de carbone. Sinon, ça reste des promesses. D'accord. Grégory, d'accord avec... Je rejoins Thierry. Nous, on n'a pas besoin d'un label et on ne souhaite pas un label pour décarboner, parce qu'on décarbone déjà nos bâtiments. Nous, on a souhaité un label pour pouvoir mesurer ce que l'on fait. Nous, on pense qu'on est très vertueux, mais on n'a pas d'outils aujourd'hui pour le démontrer, si ce n'est que nos propres calculs. Mais effectivement, pour les investisseurs, pour les banques, pour les utilisateurs, ce label permettra de situer parfaitement ce que nous, on fait, par exemple, par rapport aux autres. On parlait de greenwashing. On entend encore des gens annoncer qu'ils font des bâtiments neutres en carbone. Et donc, ce label devrait permettre d'éliminer ça, par exemple. Thomas, sans parler de ce label en particulier, vous passez par la labellisation ou est-ce que vous avez une démarche de décarbonation? Alors, déjà décrire un petit peu. Je vais être transparent avec vous tous. Nous sommes des pollueurs. Donc, moi, je fais partie je suis transporteur, donc je suis forcément pollueur. Donc, on a conscience de ça. Donc, notre objectif, c'est avant tout de décarboner la livraison d'une aire kilomètre. Donc, de toute façon, je n'ai pas le choix, parce qu'autrement, je ne peux plus répondre à tous mes clients. Aujourd'hui, les attentes clients des consommateurs finaux sont toujours plus exigeants. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que la labellisation, ça m'emmerde.
Pour la simple et bonne raison, je suis franc hein, directement, parce que je suis utilisateur directement de tout ça. C'est qu'à un moment, on nous met tellement de contraintes qu'à la fin, l'équation prix du mètre carré et prestations qu'on est capable de vendre aux enseignes, c'est qu'on ne s'en sort plus, quoi. Donc heureusement, on a la chance d'être arrivé à un bon timing il y a 10 ans en captant un certain nombre de flux avec des gros clients. Mais aujourd'hui, on arrive dans une situation où moi, je pense à des compatriotes qui ont des sociétés de transport qui n'en peuvent plus, quoi. Donc oui, pour la décarbonisation, c'est même ancré dans ma vision, c'est un engagement écologique affirmé. On a investi dans une centaine de véhicules électriques, certes, mais le problème, c'est la pression sur les prix. Donc effectivement, quand vous prenez un bâtiment et que vous construisez de zéro, et vous avez raison de le faire, hein, parce qu'on vient d'acheter nos bureaux, donc on a notre objectif de décarboner au maximum ce bâtiment. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver cette équation qui doit être bonne pour tout le monde. Et le problème des labellisations, il y en a aujourd'hui tellement. Moi, j'ai tellement de contraintes en tant qu'utilisateur d'entrepôt, parce qu'on a 50 000 m² d'entrepôt, ça devient difficile, quoi. Donc là, vous parlez de la difficulté, des contraintes qui pèsent sur votre activité, pas forcément quand vous êtes utilisateur du bâtiment, à la rigueur, vous êtes plutôt content que le label soit porté par le promoteur, le constructeur. Ah, clairement, ça j'en suis content, mais le problème c'est que je reçois des offres tous les mois de promoteurs, mais vous faites la différence entre le prix d'il y a quelques années sur le mètre carré logistique et celui d'aujourd'hui, on peut faire facilement 1 x 2. Et là aujourd'hui, malheureusement, c'est que le consommateur final n'est pas prêt à payer ce premium. Alors heureusement, il y a encore des enseignes qui sont, sans pouvoir les citer, des enseignes suédoises qui justement nous incitent, petit sourire, vous savez tout ce qui c'est, qui effectivement sont prêtes à payer le premium et justement d'apporter cette décarbonisation au client final. Mais là, aujourd'hui, c'est difficile pour un certain nombre d'autres clients. D'accord, il y a un équilibre à trouver. Justement, pour ce client-là, qui, lui, est à la recherche de bâtiments vertueux, avec ce label, vous pourrez voir quel est le bâtiment qui répond à ses attentes et ceux qui ne répondent pas à ses attentes. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde va vous dire je fais un bâtiment bas carbone sans savoir exactement ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout l'intérêt de la labellisation aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous poser la question par rapport justement à ce nouveau label. Vous parliez des nombreuses contraintes. Effectivement, sur le secteur de l'immobilier, on a déjà des certifications telles que BREEAM, HQE, Biodiversity, en plus des réglementations nationales et européennes. Est-ce que vraiment vous aviez besoin de vous créer vous-même ce nouveau défi en créant un label, Marc ? Honnêtement, moi j'ai une équipe de 15 personnes qui fait que ça, de gérer les certifications et les labels. Donc si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Mais la réalité par contre, et Grégory l'a bien dit, c'est qu'il n'y a pas ça sur le marché aujourd'hui. Un bâtiment qui est BREEAM Outstanding peut complètement passer à côté du bas carbone. L'immobilier logistique aussi, l'immobilier en France, on a une réglementation qui est très contraignante au niveau carbone qui s'appelle la RE 2020. Manque de bol, l'immobilier logistique n'est pas touché par cette réglementation. Donc oui, il nous faut quelque chose parce que ça n'existe pas pour avoir la certitude de bien faire. Cécile, vous vouliez réagir ? Oui, non, mais pour compléter ce qui vient d'être dit, mais en tout cas, c'est vrai que nous, on répond à des demandes qui émanent du marché et donc nécessairement, c'est des demandes qui ont pour nous un sens. Aujourd'hui, il est vrai qu'il existe tout un tas de labels qui en fait ont été créés plutôt il y a 10 ans lors de la naissance de ce qui s'appelle toujours d'ailleurs la RSE, l'ESG, donc qui agrègent beaucoup de données environnementales qui sont là pour plutôt parler du développement durable, dire qu'un bâtiment est aligné avec des objectifs de développement durable dans leur ensemble, mais en termes de carbone, en effet, il y a tout un tas d'analyses qui montrent que ces labels passent à côté de la décarbonation et nous on pense que le changement climatique c'est quand même une réalité quand même plutôt urgente et c'est quand même un moyen de catalyser un marché. On met tout en œuvre pour que ce soit le plus simple possible et je pense que le fait que ce soit harmonisé à l'échelle européenne a pour vocation quand même aussi de simplifier les choses et d'éviter qu'il y ait un label par pays, ce qui complexifie encore plus le sujet.
Thierry, sur le besoin d'un nouveau label en plus? Nous, on n'est pas maso. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de certifications et labels, on ne court pas après parce que c'est du temps, c'est de l'argent. Maintenant, sur un sujet aussi important que le carbone, il faut être un peu spécifique et intentionnel. Aujourd'hui, quand on a un bâtiment HQE ou BREEAM, quel que soit le niveau de performance, je ne sais pas dire combien il consomme en énergie. Je ne sais pas dire combien il émet de gaz à effet de serre. Ce n'est pas spécifique. C'est multithématique, c'est multicritère. Il y a un voile de la certification. À moins d'être spécialiste, on ne connaît pas les détails de tout ce qu'il y a derrière. En fait, il y a un voile entre la performance réelle et le propriétaire, l'investisseur sur l'immeuble. Donc, le fait d'avoir un label, on sera spécifique, on sera monocritère. Et puis, il y a un sujet qui est super important, c'est l'impact. Tout le monde sait prendre son stylo et signer une charte avec l'intention de faire des choses vertueuses. On sera tous d'accord sur les intentions et sur la vertu. Mais alors, sur l'impact, tout le monde est bon sur la vertu, mais sur l'impact, il y a beaucoup moins de personnes qui sont bonnes. Et il faut qu'on ait de l'impact réel. On a un problème dans le monde physique et réel, pas dans le monde du marketing et de la communication. Donc il faut qu'on agisse dans ce domaine-là. Et c'est cette possibilité-là qu'offre un label. Et ça facilite effectivement les relations entre chacun des acteurs de la chaîne jusqu'à l'utilisateur et jusqu'au client de l'utilisateur. Parce que pour vous, ça peut être aussi un plus d'afficher non seulement ce que vous faites pour le cœur de métier, mais par rapport au bâtiment où vous êtes aussi. C'est-à-dire que votre empreinte carbone est plus faible. Ouais, nous, notre objectif, c'est comme je disais en introduction, c'est de proposer une livraison décarbonée au maximum. Aujourd'hui, on livre 100% des Parisiens en véhicules électriques. Mais effectivement, en tout cas, sur l'entrepôt qu'on utilise aujourd'hui à Vissou, on a un certain nombre de mesures pour essayer de diminuer la consommation énergétique de cet entrepôt-là. Mais encore une fois, moi je reviens un peu sur tout ce que vous disiez juste avant, et c'est très bien. La différence, c'est que c'est toujours la même chose. C'est est-ce qu'on est capable d'opérer derrière avec le client final? Et la difficulté, elle est ici. L'équilibre économique à trouver? Alors, moi j'aimerais réagir sur la contrainte. Nous, la contrainte, on en vit tous les jours. La réglementation française, on est confronté à cette réglementation et qui évolue tout le temps, dans le mauvais sens. Donc chez Virtuo, les contraintes, on en a assez déjà. Donc on n'est pas là pour se rajouter des contraintes. Mais nous, le label, on ne le vit pas comme une contrainte. Nous, on est plutôt même demandeurs. Pour nous, c'est une démarche volontaire. Il n'y a pas d'obligation d'aller chercher ce label. Si demain, vous voulez construire des bâtiments sans label, pas de problème. Nous, on est plutôt à la recherche d'un label parce que c'est une démarche volontaire et parce que pour nous, c'est une façon de montrer et de démontrer ce que l'on fait et de se démarquer aussi de la concurrence. Et donc, pour nos clients aussi, de montrer que potentiellement, s'ils viennent dans nos bâtiments, ils viendront dans un bâtiment plus vertueux que d'autres et ils auront une classification. Et c'est ça qu'on recherche. Et nous, c'est vraiment une démarche volontaire. Donc, on ne le vit pas du tout comme une contrainte. Et ceux qui veulent ne pas faire de label, rien ne les obligera à suivre ce label. On entend si ce n'est que pour aller chercher des financements, ça sera peut-être plus facile avec un label. Voilà, c'est ça. On entend presque effectivement que le label va être un facilitateur plutôt qu'une nouvelle contrainte au final. Nous, c'est comme ça qu'on le voit, c'est comme ça qu'on le vit, et on en est convaincu absolument. Marc, vous acquiescez? Oui, complètement. En fait, pour tout vous dire, la contrainte, elle est d'abord dans les entreprises. On doit se décarboner. Les entreprises pour celles qui sont soumises à la CSRD, pour celles qui sont soumises au bilan carbone, elles doivent, faire une mesure, et deux, montrer qu'elles baissent et qu'elles baissent significativement. Chez GSE, on est en train de... on a finalisé notre trajectoire carbone la semaine dernière, mais on doit donner des chiffres, et c'est moins 45% de carbone dans les bâtiments qu'on doit faire en 2030. Moi, j'ai pas encore ce label, d'ailleurs je l'attends vraiment, et j'ai énormément confiance, parce que évidemment on essaye d'y mettre toute l'intelligence, mais j'ai mon label GSE qui est déjà fait par contre, parce que je dois communiquer chaque année mon poids carbone, et je dois montrer que je le baisse. Si j'ai pas une façon de mesurer qui est internationale, en tout cas partout où on est, qui fait qu'on peut comparer un bâtiment en 2030 et en 2020 en Allemagne et en France, je ne sais pas juste répondre à la réglementation et nos objectifs. Donc le label, il ne fera pas des choses en plus, il nous permettra de le dire de façon universelle.
Et quelles sont les difficultés? Donc là, le label sera opérationnel, on va dire, en 2026, plutôt début 2026. À partir de la moitié de l'année, à partir de 2026. Il n'y a pas une date précise, c'est trop risqué. Hein. C'est trop risqué. Non, alors voilà, j'ai autour de moi la plupart des personnes qui travaillent sur ce sujet et d'autres personnes qui sont ici présentes. Donc je pense qu'on peut dire pour sûr à partir de septembre 2026. Mais en tout cas, c'est le fruit. Ces labels que l'on fait chez BBCH et LCBI, ils sont aussi le fruit de beaucoup de travail, d'efforts de la part de tous, des bureaux d'études, des experts qui travaillent sur le sujet, de beaucoup de collecte de données. Voilà, pour vous donner un détail, en ce moment, on demande à tous les participants de nous apporter de la donnée carbone pour qu'on puisse être capable de comprendre sur tout le marché européen comment se comporte un bâtiment logistique moyen. Quel seuil de performance on est capable de mettre pour définir un bâtiment qui soit performant en termes de carbone. Voilà, et on va se poser ensuite beaucoup plus en détail des questions sur comment on se met d'accord tous ensemble sur tous les pays d'Europe pour compter le poids carbone d'un panneau solaire, pour choisir une surface de référence qui va nous permettre de diviser la surface du bâtiment. Et donc, tout ça pour dire que pour ces raisons-là et en raison de cette complexité, s'avancer sur une date précise, c'est un challenge. Et quelles sont justement les autres difficultés, les points d'achoppement éventuels à la construction d'un tel label? Pour compléter, puis après je demanderai à ceux qui participent. Oui, c'est ça, j'en ai déjà évoqué. Je peux peut-être vous passer la parole. Thierry, peut-être oui, pardon, je dormais. Les difficultés, ils ont été abordées. Il y a l'expertise déjà. On se rend compte que mettre plusieurs sociétés autour de la table, on n'a pas forcément le même niveau d'expertise sur le sujet. Il y a l'existence de données. Avoir des données sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le cycle de vie de bâtiments de logistique dans différents pays européens, pour savoir où positionner le curseur, pour savoir qu'est-ce qu'un bâtiment moyen, un bâtiment très bon, un bâtiment pas bon. Il faut avoir de la donnée statistique. On n'a pas tant que ça. On se heurte aussi à un problème sur les méthodes de calcul, parce qu'on se rend compte d'un pays à un autre, même au sein du même pays, d'une société, d'un bureau d'études, d'un AMO à un autre, les méthodes de calcul ne sont pas les mêmes. Les durées de calcul, les lots qui sont pris en compte, voilà. Et donc ça devient compliqué de comparer des choses qui sont différentes. Et c'est justement pour ça qu'il faut créer un label, pour harmoniser les méthodes de calcul, pour qu'on puisse enfin se comparer, qu'on puisse avoir un peu de transparence. Mais je crois que c'est les principales difficultés. Grégory, peut-être une autre difficulté possible? Oui, on se rend compte qu'il y a des difficultés sur les modèles de calcul, et notamment dans le calcul, qu'est-ce qu'on intègre pour le mix énergétique? Est-ce qu'on prend celui de France? Est-ce qu'on prend celui d'Allemagne? Est-ce qu'on prend un moyen? Donc là, il y a déjà, j'ai assisté à quelques réunions, même si ce n'est pas moi qui au quotidien suis ce projet. J'ai vu qu'il y avait des débats animés sur quel est le choix que l'on fait au niveau du mix énergétique. Et on comprend bien qu'en France, si on prend notre mix énergétique, c'est beaucoup plus intéressant que si on va chercher celui de l'Allemagne, par exemple. Et sur l'intérêt des panneaux solaires, pareil. Parce qu'en fait, aujourd'hui, faire venir des panneaux solaires de Chine, oui. Ça a un impact carbone non négligeable. Donc, c'est pas facile. Et c'est tout l'intérêt d'un label, et européen, comme ça a déjà été dit, pour essayer d'harmoniser au niveau de l'Europe ce label. Donc déjà au niveau européen, peut-être un ajout sur les points de friction et ce qui fait que ce ne sera qu'en septembre. Ouais. Non, moi j'allais dire, pas vraiment un ajout sur les difficultés qui ont bien été exprimées, mais c'est la prochaine difficulté, c'est quand le label sera là, c'est qu'il faut qu'il soit utilisé. Plus un label est utilisé et plus il aura un impact fort dans la réalité. Le but, c'est effectivement que les bâtiments soient décarbonés et que ce label pousse tout le monde à décarboner réellement les bâtiments. Donc c'est convaincre. Je pense qu'il le sera parce qu'on aura aussi la pression des banques. Et les banques sont très demandeuses pour financer des projets de signes extérieurs de performance ESG. Ils ont bien du mal, ils essaient de se raccrocher à la SFDR, à la taxonomie, un DPE par-ci, un DPE par-là. Alors on aura vraiment un outil qui sera précis, qui sera rationnel, qui sera partagé, et ça va les intéresser. Et dédié à la logistique. Ouais, très bien. On disait européen, pourquoi pas international, Cécile?
pourquoi pas, ça peut être un objectif à une certaine échelle. Je pense que mettre d'accord un certain nombre d'acteurs dans différents pays d'Europe, en tout cas là on est en train de le faire, on l'a fait par le passé sur d'autres projets, c'est déjà un bon challenge. Je pense que l'échelle européenne reste quand même aussi hyper pertinente pour les acteurs avec lesquels on travaille. Et également en termes de réglementation, il faut savoir qu'au-delà du travail d'harmonisation qu'on fait sur la méthode, on tient tout de même à s'aligner avec ce qui existe au niveau européen. Et en fait, il existe certains outils qui ne font pas exactement ce que nous on souhaite faire, mais certains outils, certaines normes, la taxonomie, un outil comme le CREM dont on parle assez souvent. Et en fait, cette échelle, pour nous, elle est pertinente pour s'aligner avec ces outils-là qui existent. Voilà, l'international, ça peut être un projet, mais je pense que si l'ambition à échelle européenne est déjà belle. Et avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Donc je pense que s'attaquer déjà à l'Europe, c'est déjà pas mal. Et moi, je sais que les investisseurs savent faire avec des labels uniquement européens, même quand il y a d'autres labels en Amérique du Nord, par exemple. Donc ça, je pense que c'est déjà une belle cible. On est bientôt au bout du temps qui nous est imparti. Juste pour préciser quand même sur le label, c'est donc un outil opérationnel et qui va être testé à un moment. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le lancement officiel, il y aura des projets pilotes, c'est ça, qui seront étudiés ? C'est le cas. Alors, ce qu'on appelle, nous, projets pilotes dans la démarche, ce sont les projets qui, en ce moment, fournissent de la mesure d'empreinte carbone pour nous permettre de définir tout un tas de critères et les seuils de performance. Mais au cours du projet, évidemment, donc ce que je n'ai pas expliqué comment fonctionnait le projet en tant que tel, mais on a donc des entreprises qui nous apportent de l'expertise et du temps, des données. Et on a ce qu'on appelle la commission technique, un groupe de travail d'experts techniques qui étudie toutes ces données, qui formule des propositions et sur lesquelles on va décider collectivement. Et donc, oui, dans une partie du projet, on a une phase en ce moment qui est, je dirais, la plus longue de prise de décision sur tous ces différents points qu'on a évoqués. Ensuite, on a une partie de test de cette méthode sur les projets pilotes que l'on aura déjà, qui auront déjà intégré la démarche. Et un acteur dont on n'a pas encore beaucoup parlé, que Thierry a mentionné, mais qui rentre dans la démarche à ce moment-là, sont les partenaires certificateurs. Donc ce sont vraiment eux qui sont garants de la vérité, la vérification de cette donnée et d'éviter ce qu'on a nommé tout à l'heure le greenwashing. Et donc c'est à la fin de ce projet qui rentre en jeu pour absorber le travail qu'on aura fourni et être capable en tout cas de le vérifier de façon robuste sur tout le marché européen. Donc encore quelques étapes avant d'aboutir. Très bien. Merci à tous les 5 de nous avoir parlé de ce label et d'avoir parlé de logistique. C'est toujours un plaisir. Et merci à vous pour votre attention.